Bonjour, merci de suivre nos programmes et bienvenue au journal. Faire du Mali un État respectueux des droits de l'homme, c'est l'objectif que se fixe le nouveau centre d'assistance et de promotion des droits humains. Les activités de ce centre ont été officiellement lancées hier matin par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux. La nouvelle structure entend sensibiliser les citoyens sur les droits et devoirs et procéder à une large diffusion des instruments juridiques. Bourama Traoré. Nouvelle structure, nouvelle ambition. Consolider la démocratie malienne par le respect des droits de l'homme, c'est désormais le combat du nouveau centre d'assistance et de promotion des droits humains. Pour gagner ce combat, les CAPDH privilégient une unité d'action. La protection des droits de l'homme est nécessaire à la République. Elle est indispensable à la démocratie et à la restauration de l'état de droit et de l'autorité de l'État en ces instants où une ère nouvelle s'ouvre à notre pays après avoir traversé la crise la plus aiguë de son histoire. C'est le moment pour nous d'exhorter les structures de protection et de promotion des droits de l'homme à plus d'action et de coordination pour relever ces défis aussi colossaux et exigeants que les débats et des réflexions approfondies sur la protection des droits de l'homme. C'est ainsi que les CAPDH entendent nouer et entretenir des relations de partenariat avec les structures nationales et internationales évoluant dans la sphère des droits de l'homme, parmi lesquelles l'Institut national de gestion et de formation. L'INAGEF se dit prêt à cheminer avec le nouveau centre pour la promotion et la protection des droits humains. Nous avons accepté, et cela avec enthousiasme, d'accompagner le CAPDH, une structure naissante, certes, mais animée par des personnes dynamiques, soucieuses d'une société juste, où les droits humains sont respectés, bref, de la promotion d'un état de droit. Quant au ministre de la Justice, il a exprimé toute sa satisfaction pour la création du CAPDH, une structure qui va appuyer le gouvernement dans sa lutte contre les violations des droits humains selon les gardes des Sceaux. Mais la tâche, avertit Maliki Koulibaly, ne sera pas facile. Ne vous bercez pas d'illusions, la tâche sera des plus ardues. Je vous appelle à ne jamais baisser les bras, car les droits humains ne sont guère une destination, mais bien une trajectoire. Les droits humains ne sont pas non plus un aboutissement, mais bien un processus. Dans cette trajectoire, dans ce processus, le soutien et l'accompagnement du gouvernement ne feront pas défaut. Merci de faire vôtre ce que j'appelle la devise du défenseur des droits de l'homme, marchant à la mort, oubliant calmes et confort pour dire la vérité, 1 minute, juste 1 minute. Le centre d'assistance et de promotion des droits humains est animé par une équipe pluridisciplinaire composée de juristes, de géographes, d'anthropologues et bien d'autres spécialistes. Sa vision, faire davantage du Mali un État respectueux des droits de l'homme. L'agriculture dans la périphérie de Bamako promet de bonnes récoltes. Ce constat a été fait hier matin par la mission de la direction régionale de l'agriculture de Bamako qui a sillonné certaines parcelles. Reportage de Bouakar Sissou. Malgré un début difficile de la campagne agricole due à l'installation tardive de l'hivernage, les récoltes attendues sont prometteuses au niveau des concessions rurales aux alentours du district de Bamako. Cette supervision de la direction régionale de l'agriculture a sillonné 3 concessions rurales. Il s'agit des domaines de Fodé Kamisoko à Nyonyakoro, Sine Sangare à Sonouguba, commune rurale de Bagineda et celui de Mama Batili à Irimadjo. Leurs exploitations concernent le maïs, le sorgho et le niébé. Dans ces champs visités, les cultures sont dans un état végétatif satisfaisant. Certains producteurs au niveau des concessions n'ont pas de tracteurs. Et leur grand souhait, c'est vraiment de disposer les tracteurs pour pouvoir mieux produire. Là, ça va beaucoup vraiment limiter le manque de main-d'œuvre. Au titre des difficultés, ces producteurs agricoles sont confrontés à l'insuffisance de la main-d'œuvre pour sarcler les champs. Cela s'explique par le fait que les jeunes sont tous partis à l'orpaillage. Les résultats atteints par les agriculteurs sont les fruits de l'appui conseil et les subventions de l'État des intrants agricoles, estiment les producteurs. Le Rotaract District 9100 et son partenaire de l'Association pour la promotion des intervenants dans le domaine de l'optique au Mali offrent des verres correcteurs aux enfants albinos. Il s'agit par ce geste humanitaire d'aider ces enfants albinos qui sont victimes d'anomalies génétiques. Batraoré.
À travers cette opération, plus d'une vingtaine d'enfants albinos ont reçu chacun une paire de verres correcteurs. Le Rotaract, district 9100, entend ainsi apporter sa contribution à la prise en charge des couches démunies. Nous avions décidé aujourd'hui de vous servir, nous jeunes du Rotary, en apportant notre modeste contribution à l'amélioration de la vie de nos chers amis enfants albinos. Cette action de solidarité a bénéficié de l'appui d'un partenaire de marque. Il s'agit de l'Association pour la promotion des intervenants dans le domaine de l'optique au Mali, APIDOM. L'objectif est de faire la promotion de l'insertion socio-professionnelle et la protection des enfants et des élèves albinos. Ces dons de Nunez traduit un geste de solidarité à l'endroit des albinos qui ont un problème de santé visuelle. Au nom de l'association, j'adresse mes sincères remerciements au Rotaract ainsi qu'à l'endroit de l'association Apidon pour cette remise de verres correcteurs. Ce geste humanitaire à en croire l'assistance mérite d'être suivi par d'autres initiateurs. Près de 6 millions de dollars, c'est l'enveloppe estimée pour la réhabilitation du patrimoine culturel à Tombouctou. Un plan d'action a été signé entre le gouvernement de la République du Mali, à travers le ministère de la Culture et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. Yaya Tandina. L'occupation de la ville de Tombouctou par les islamistes a endommagé le patrimoine culturel. C'est pourquoi l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, en collaboration avec le ministère de la Culture, a décidé de réhabiliter le patrimoine. En plus des mausolées et mosquées, les manuscrits n'ont pas épargné, à l'image de la plus vieille bibliothèque à Luangari. On est revenu trouver que tout est complètement détérioré, tout est complètement à genoux. On a près de 20 000 ouvrages ici concernant le manuscrit, y compris les livres qui ne sont pas manuscrits. Nous lançons un appel à tous les gens qui peuvent nous aider pour mieux vraiment démarrer. Une enveloppe de près de 6 millions de dollars, soit plus de 2 milliards de francs CFA, a été débloquée pour la restauration du patrimoine. Il y a eu une estimation qui reste à confirmer par les équipes techniques et les architectes, d'1 million de dollars pour la restauration de l'ensemble des mausolées. Alors, pour les mosquées et la vieille ville de Tombouctou, il y a eu aussi une estimation autour d'1 million de dollars pour la réhabilitation de tous ces sites-là. Et enfin, pour les manuscrits de Tombouctou, tout ce qui concerne la numérisation, la digitalisation, aussi bien des manuscrits du Centre Ahmed Baba que de ceux des bibliothèques privées, à peu près 3 900 000 dollars. Cette assistance de l'UNESCO et du ministère de la Culture a été saluée par les populations de Tombouctou. Une délégation de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères au Mali a mobilisé les chefs des services régionaux, les élus et les membres de la société civile de Koulikoro pour expliquer les enjeux de la gestion et de la problématique des armes. Reportage de Ousmane Koïta. Les armes sont de nos jours des facteurs de déstabilisation et d'insécurité permanents au Mali. Elles sont illicitement utilisées. Elles circulent de main en main et changent d'utilisateurs pour des fins non justifiées. D'où cette mission de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères au Mali. On a tenu à rencontrer les populations, la société civile, pour échanger avec elles. Bon, ils ont fait état de leurs préoccupations, qui sont d'ailleurs légitimes. Nous les avons mentionnées et nous allons les faire parvenir à qui de droit pour le traitement et des dispositions à prendre dans un avenir proche. En organisant cette rencontre, les responsables de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères au Mali veulent la contribution des forces vives de la région de Koulikoro dans la lutte contre la prolifération des armes légères au Mali. Pour atteindre cet objectif, la délégation venue de Bamako a présenté brièvement la Commission, ses missions et ses attributions. Elle a ensuite touché du doigt la question de la gestion de la problématique des armes au Mali. Après le brillant exposé du colonel Ablé Ag Amado, les participants ont posé des questions qui ont permis d'être au parfum de la gestion des armes au Mali. La prolifération des armes légères, elle touche tout le monde. Elle est multisectorielle, multidimensionnelle et multiforme. Donc quand les armes prolifèrent, c'est un danger pour tout le monde. Qu'on soit autorité, société civile, qui qu'on soit, alors on peut recevoir sa part. L'insécurité, bon, c'est ce qui se partage le plus. Donc, compte tenu de ça, chacun de nous doit apporter quelque chose qu'il peut apporter
Rappelons que le Mali est signataire de la Convention internationale, dont celle de la CEDEAO dans le cadre de la lutte contre les armes légères, des petits calibres et de leurs munitions. Actualité hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, plus de 3 millions de personnes concernées par la question de la naturalisation trouvent une issue après des années de discussion. La 4e session extraordinaire du Parlement ivoirien vient en effet de voter cette loi qui va permettre désormais de résoudre de nombreux problèmes liés à la naturalisation. Le projet de loi est adopté. C'est le plus gros coup de marteau que j'ai donné. Ce vote est en effet tout un symbole pour Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Il y a 10 ans, aux accords de Marcoussis, c'était en tant que chef rebelle qu'il défendait la question de la nationalité ivoirienne. Après plus de 6 heures de débat, les députés ont donc approuvé la modification de plusieurs articles. Le plus emblématique concerne les personnes arrivées ou nées en Côte d'Ivoire dans les années 60 qui n'ont toujours pas de papier. Il y a des gens qui se sont déplacés de leur pays, effectivement, qui sont restés avec nous et qui ont vécu la cession de nos pays à l'indépendance. Et donc, on leur donne la possibilité, s'ils le désirent encore, de venir par déclaration, devenir ivoiriens. Une simple déclaration leur suffira donc désormais pour acquérir la nationalité ivoirienne. En comptant les descendants, plus de 3 millions de personnes seraient concernées. Mais il n'existe aucune donnée officielle. À l'Assemblée, la bataille des chiffres a fait rage, le sujet est sensible. Personne n'est en train de brader une quelconque nationalité. La population a besoin d'être informée, de savoir ce qu'on appelle un apatride, de savoir pourquoi on donne la nationalité à des gens qui, ça fait 20 ans, 30 ans, sont sur notre sol. C'est de leur expliquer les règles en la matière au plan international et même notre code de nationalité qui prévoit ces cas d'espèce. Les problèmes de nationalité ont été au cœur des différentes crises qui ont secoué la Côte d'Ivoire ces 15 dernières années. Les élus opposés à ce projet de loi dénoncent les visées électoralistes du président ivoirien Alassane Ouattara. La nationalité ivoirienne donne aussi le droit de vote. Actualité africaine en bref, nous irons à Madagascar où Angela Joël accepte de ne pas se présenter à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. En Guinée-Conakry, on se lance dans la mouvance des législatives depuis ce dimanche. Et nous commencerons par cette conférence des Nations Unies qui vient de se tenir au Rwanda avec comme principal sujet la sécurité en Afrique centrale. La sécurité constitue un préalable indispensable au développement. C'est le constat sans surprise qu'ont fait vendredi à Kigali les participants à une conférence des Nations Unies consacrée à l'Afrique centrale. Dans cet esprit, les États représentés se sont engagés à soutenir la transition en Centrafrique. Les modalités de cette aide devraient être définies d'ici la prochaine réunion de l'UNSAC, prévue début décembre à N'Djamena. En revanche, alors que le canon tonne à la frontière du Rwanda et de la RDC, le sujet n'a pas été abordé, au motif qu'il est traité dans un autre forum à Kampala. Andry Rajoelina accepte sa disqualification de la prochaine élection présidentielle à Madagascar. Le président de la transition a déclaré respecter la décision de la Cour électorale spéciale et s'est engagé à faire une passation de service calme et démocratique après l'élection. Selon le nouveau calendrier électoral publié jeudi, le premier tour de scrutin aura lieu le 25 octobre et opposera 33 candidats. La campagne électorale pour les élections législatives du 24 septembre ouvre aujourd'hui en Guinée. Le personnel politique, président de la République en tête, a pris un peu d'avance sur le calendrier en multipliant les déplacements dans les différentes régions du pays. Ce scrutin a été reporté à de nombreuses reprises ces 3 dernières années en raison de désaccords entre majorité et opposition sur ses modalités d'organisation. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.